C'est dans le cadre du festival Plume d'Afrique que nous avons l'honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Nous adressons tous nos remerciements aux organisateurs du festival et nous vous remercions, vous, Monsieur Sarr, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né à Dakar en 1990 dans une famille nombreuse. Vous faites de brillantes études secondaires au Prytanée militaire de Saint-Louis du Sénégal, puis vous gagnez la France et après 2 années de classe préparatoire littéraire au lycée de Compiègne, vous intégrez l'école des hautes études de sciences sociales. Après une nouvelle, La Cale, déjà remarquée, vous donnez votre premier roman, Terre Sainte, en 2015. 2 autres vont suivre, en 2017, Le silence du cœur, et en 2018, De purs hommes, tous récompensés de nombreux prix. Vos romans abordent 3 grands problèmes contemporains que vous localisez précisément. Terre Sainte nous emmène quelque part au Sahel pour y vivre la dure loi du djihadisme. Le deuxième nous pose le problème des migrants dans une petite ville d'Italie. Le troisième, celui de l'homosexualité à Dakar. Si vos romans sont précisément documentés, ce ne sont pas des œuvres documentaires. Vous avez intégré ces grands problèmes dans des romans polyphoniques, contrastés, qui nous invitent à la prise de conscience de leur complexité. Complexité des thèmes et complexité toute humaine de vos personnages. Vous nous invitez à la réflexion sans chercher à nous proposer facticement des solutions. Avant que nous abordions le débat, désirez-vous rectifier ou compléter cette brève présentation? Non, je ne pense pas. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Non, je crois que je n'ai rien à ajouter. Je crois que tout est assez juste dans la présentation. Voilà. Alors, je vais vous poser ma première question pour lancer le débat. Pourquoi avez-vous choisi le roman comme forme littéraire pour traiter ces grands problèmes contemporains? Je crois que si j'ai choisi le roman, c'est surtout par désir de liberté. J'ai fait des études de littérature que j'ai complétées par des études de littérature et de sciences sociales. C'est-à-dire, j'étais vraiment entre les deux champs. Et les travaux que je menais jusque-là pouvaient prétendre à une certaine forme de recherche de sens, mais qui était toujours inscrite dans un cadre méthodologique précis. Et je sentais confusément, et depuis très longtemps, que ce serait vraiment dans l'exercice de la création, dans la tentative de la création littéraire et romanesque en particulier, que j'arriverais peut-être le mieux à exprimer plus précisément ce que je sentais en moi et que je n'arrivais pas toujours à exprimer dans le travail universitaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le roman, outre le fait bien sûr que pendant très longtemps, et ça continue, ceux qui m'ont toujours guidé dans la vie étaient des romanciers en général, et c'est toujours dans le roman que j'ai cherché un certain nombre de réponses à des questions que je me posais depuis très longtemps. Parfois même, avant même de chercher des réponses, c'était le roman qui posait les questions.
Et ce qui fait que j'ai toujours eu une relation très forte avec les romans. C'est que ce n'était plus simplement des lectures de plaisir ou des lectures pour le divertissement. Ce que ça devenait vraiment ma vie elle-même. C'est pour ça que lorsque j'ai sur mon blog, il y a une petite phrase qui est une sorte de porte d'entrée qu'on voit tout de suite. C'est écrit la littérature au lieu de la vie. J'aurais très bien pu mettre le roman au lieu de la vie, parce que c'est vraiment devenu petit à petit ma relation, mon rapport privilégié au monde. Les personnages sont un élément fort de la réussite de vos romans. Vous nous les montrez à des périodes où ils sont confrontés à des situations perturbantes et vous vous attachez à nous rapporter leurs questionnements. Je pense en particulier aux résistants dans Terre Sainte, leur prise de conscience, par exemple le narrateur dans De purs hommes vis-à-vis de l'homosexualité. Dans Le silence du cœur, un personnage dit à un moment qu'elle reconnaissait dans la petite communauté des villageois siciliens et des migrants, que vous appelez d'ailleurs les ragazzi, vous pourrez peut-être nous dire pourquoi vous avez choisi ce mot de ragazzi, et elle dit qu'elle voyait la diversité prendre chair. Ce sont vos mots. Et effectivement, vos personnages servent à représenter toutes les facettes d'une situation dans laquelle vous les plongez. Vous avez entendu, Janine vient de vous les dire dans les thèmes des 3 romans. Mais en même temps, ils sont très nuancés. Vous montrez qu'ils ne sont pas tout d'un bloc. Je prends comme seul exemple, dans votre premier roman, le premier chapitre, le premier personnage qui apparaît, c'est le chef des djihadistes, Abdelkarim. C'est à ce moment-là un monstre intransigeant. Et en fait, au fur et à mesure du roman, on voit que c'est un homme et qu'il est cultivé et sincère dans sa foi, qu'il a un sens de la justice, évidemment dans les limites de cette foi. Donc, notre question portait sur votre création des personnages. Comment vous réussissez à créer en quelque sorte des archétypes, des situations que vous voulez, des idées, des attitudes que vous voulez représenter, et en même temps vous vous confrontez à ce que vous appelez plusieurs fois dans vos romans le mystère de l'humain, qui fait que ces gens échappent en fait à tout stéréotype. Oui, disons que il y a, pour ce qui est des personnages, toujours une création sur 2 plans, où il y a 2 régimes. Vous avez évoqué le premier, qui est celui des archétypes, en effet. Je crois que je cherche toujours à faire en sorte qu'on ait l'impression de pouvoir dire que tel personnage représente ceci, ou représente cela, de façon assez précise. Disons qu'il y a peut-être un phénomène d'identification ou de clarté que je cherche tout de suite à mettre en place en donnant des personnages qui, au premier abord, semblent pouvoir être catalogués. Voilà. C'est là qu'intervient le deuxième régime de création des personnages, qui est justement de brouiller le premier. C'est-à-dire que une fois le type installé, une fois que la tentation de le garder dans ce type-là et de l'ossifier d'une certaine manière commence à poindre, j'essaie d'introduire un ou plusieurs éléments qui brouillent un tout petit peu le cadre premier. Et pour cela, il faut, de façon très simple, je crois, observer simplement autour de soi et voir que personne en réalité n'est un type. Et sans même aller très loin, il suffit de s'observer soi pour savoir qu'on n'est pas un type, qu'on n'est jamais figé dans une seule identité, et que la pluralité des facettes, la pluralité de nos façons d'être, la pluralité de nos choix, nos contradictions, tissent en fin de compte un écheveau extrêmement
complexe, qui semble infini, et qui est très mystérieux en fin de compte, dont on ne voit pas le bout. C'est ce qui fait que parfois on est peut-être encore surpris par un certain nombre de choses, d'actes, de phrases qu'on peut prononcer, et qui font pourtant partie de nous. C'est pour cela que un certain nombre de fois, lorsque j'entends des gens autour de moi dire cela ne me ressemble pas ou je ne me reconnais pas dans cela, j'ai toujours un petit sourire, parce que je me dis que plutôt que de dire cela ne me ressemble pas ou je ne me reconnais pas en cela, il vaudrait peut-être mieux simplement dire c'est une part de moi que je ne connaissais pas, mais qui était de toutes les manières déjà là, et que certaines circonstances révèlent, contribuent à révéler peut-être plus facilement que d'autres. Donc voilà, je pense qu'il y a au cœur de chacun un mystère, qui est un mystère d'infini possible, qu'il faut chercher à trouver, et c'est ce que j'essaie de faire pour chacun de mes romans, pour chacun de mes personnages. Ça ne marche pas toujours, mais j'essaie cela, d'avoir cette multiplicité-là de personnages, et puis à l'intérieur même de chaque personnage, avoir aussi un nuancier assez fort, et qui essaie à chaque fois de rendre compte d'une diversité de possibles que chacun porte en soi, en fin de compte. C'est pour Geneviève. Je vais peut-être prendre la parole. Je voudrais m'arrêter sur deux personnages que j'ai trouvé intéressants dans Le Silence du cœur, qui s'appellent Vera et Vincenzo, qui sont deux artistes qui nous plongent dans le monde de l'art contemporain. Contemporain. Vous êtes vous-même un écrivain qui écrivait une langue très classique, et j'aurais bien aimé avoir votre position sur ce monde de l'art contemporain et savoir si ce sujet vous tient particulièrement à cœur pour l'avoir introduit dans votre roman, car ces deux personnages d'artistes contemporains paraissent un peu décalés par rapport au monde des migrants. Ah oui, les ragazzi. Ah oui, j'ai oublié. Donc, avant de... Voilà, je réponds très rapidement à la question des ragazzi. Il se trouve qu'avant... Silence du cœur est né d'un voyage que j'ai fait en Sicile. Un voyage, au départ, qui n'était pas du tout censé être une sorte de voyage d'observation ou de terrain. Je suis vraiment arrivé dans ce petit village-là, au cœur de la Sicile, par hasard. J'y suis allé avec un ami qui est poète. C'est lui d'ailleurs qui m'a entraîné, parce que lui savait, moi je ne savais pas, mais il m'a dit que plutôt que de rester à Catane, il valait peut-être mieux aller plus loin pour voir des choses, pour entendre des choses, et il m'a entraîné là, et c'est de ce séjour-là qu'est né Silence du cœur. Il se trouve que dans ce petit village-là, qui dans la réalité s'appelle Aidone, il y a, dans le roman c'est Altino. Il y a effectivement une ville qui s'appelle Altino en Italie, mais ce n'est pas du tout celle-ci. Je ne savais pas d'ailleurs. C'est un nom que je pensais avoir inventé, mais bon. Tout existe. Voilà, tout existe, tout est fini, tout est épuisé. Il n'y a plus rien. Et il se trouve donc qu'à Aidone, qui est le modèle, qui a été le modèle pour Altino du roman, on appelait les migrants des ragazzi. Alors c'est un mot qui signifie un peu voilà, les gars, etc., mais qui a une histoire littéraire, puisque Pasolini a écrit un roman qui s'appelle Ragazzi di vita, qui raconte un peu la vie quotidienne d'une bande de jeunes garçons à Rome, des enfants de rue de Rome, et plus précisément cela signifie dans la bouche de Pasolini, c'est des jeunes homosexuels, des jeunes éphèbes comme ça, qui pourraient être homosexuels. Donc ça fait une sorte d'écho quasiment prémonitoire avant le troisième roman. Voilà. Alors, pour la question de l'art contemporain, en réalité, c'est quelque chose que je connais très mal. Que j'ai rencontré en Sicile, puisqu'il y avait aussi voilà, un couple de personnes qui faisaient des choses
Des choses. Mais je ne veux pas du tout paraître. Non, parce que je ne connais pas vraiment. C'est juste que oui, peut-être que j'ai tort, je pense même que j'ai tort, un a priori très, très réticent, vraiment méfiant. Mais il y avait des choses intéressantes et surtout, ce couple-là avait un positionnement, un discours assez différent sur la question des réfugiés, puisque évidemment, lorsqu'on est un artiste dans ce type de situation, la question de notre responsabilité, de la responsabilité de notre art est posée très rapidement. Et c'était des gens qui refusaient totalement d'être assujettis à l'obligation de devoir dénoncer ou montrer, etc. Et ils voulaient être complètement libres, ce qui est une position que je peux tout à fait entendre et comprendre. Mais c'est ce qui fait que dans le roman, je parle toujours avec un peu d'ironie, c'est précisément parce que derrière cette attitude-là de distance, j'avais fini par me dire qu'il y avait, oui, beaucoup de, comment dire, ce qu'on pourrait appeler une sorte de philistinisme, c'est-à-dire que c'était une façon de considérer l'art comme un élément vraiment de pure décoration qui n'avait de sens que parce qu'on pouvait montrer à quelqu'un qui entrait dans son salon, ah oui, j'ai un petit tableau de signature, ou voilà, on a une petite bibliothèque de Pléiade qu'on n'ouvre jamais, mais c'est très bien de la voir là, bien posée, pour que les gens voient qu'on est quand même dans le monde de l'art et que d'une certaine manière, il n'y avait rien de très vital dans leur façon de créer. Donc voilà. Après, pour l'art contemporain, je sais que c'est peut-être même abusif de ma part de parler de l'art contemporain parce que ça ne renvoie à rien de très précis. J'ai vu récemment un spectacle de danse contemporaine qui m'a beaucoup ému. Comme quoi, voilà, tout est possible. Tant que nous sommes dans les particularités qui nous a étonnés lors de la lecture de vos romans, je voudrais vous demander, vous interrompez la narration souvent pour introduire d'autres formes narratives. Par exemple, dans Terre Sainte, vous glissez dans la narration la correspondance en italique des deux mères. Et c'est plus important encore dans Le silence du cœur. Ainsi, avec une typographie différente, vous donnez 6 chapitres du journal intime d'un des personnages principaux, Jogoy. Un peu plus loin, au chapitre 14, il y a toute une petite scène chantée, le nut, qui est le chant rituel d'initiation. Et après, une scène théâtrale sur 20 pages, qui est le chapitre 32, il y a des pages du journal local, et j'en passe. Question, ces variations à l'intérieur de votre roman correspondent-elles à votre désir d'aborder le sujet sous différents angles ou d'aérer votre narration? Alors, il y a de façon, oui, très, très claire, une volonté de traiter le sujet de différentes manières, ou de différents points de vue, ou de différentes voies. Alors, c'est la polyphonie, ce qui donne des romans choraux, voilà. C'est ce qui fait que plusieurs voix très différentes s'expriment sur une même situation. Mais je crois aussi qu'il y avait une volonté de traiter le sujet d'écriture différente. Oui. Il ne s'agit pas simplement de multiplier les points de vue, il s'agit de multiplier les écritures elles-mêmes, c'est-à-dire de faire du théâtre, du roman, parfois de quelque chose qui se rapproche de l'essai, parfois du journal, voilà. Parce que je crois que ce sont autant d'entrées possibles dans la lecture d'une réalité. Et je crois vraiment que c'est peut-être comme cela, en multipliant les écritures,
en multipliant les voix qu'on multiplie peut-être les chances de mieux comprendre un phénomène, quel qu'il soit. Et du reste, étant depuis très longtemps un grand lecteur de Balzac, qui est né ici, je n'apprends rien. Le fait d'introduire comme ça des digressions est quelque chose que je fais depuis très très longtemps. Mais ce ne sont pas du tout des sortes de digressions inutiles. De toute façon, une digression n'est jamais inutile, véritablement, mais contribue toujours à une fonction très précise. Dans Deux purs hommes, le narrateur, qui s'appelle Ndéné, déclare son amour des foules. Je lis « J'ai toujours aimé les manifestations collectives. Contrairement à bien d'autres, je n'éprouve aucun mépris pour les gens qui, ensemble, laissent libre cours à leurs émotions pures. J'aime les foules, les hommes dans les foules. J'en suis un. » Des mouvements, ça c'est un mouvement de foule festif à ce moment-là. Des mouvements de foule dans vos livres, il y en a beaucoup. Et à chaque fois, votre écriture est comme inspirée. Ils sont particulièrement réussis. Il y a des foules qui sont sous influence, des foules voyeuristes, mais aussi des foules qui permettent, sous le couvert d'anonymat, le déclenchement de la révolte. Et ça m'a fait penser, et tous on en a discuté, dans Terre Sainte, des discussions qui regroupent des résistants. Voilà ce que dit par exemple une femme, je me trompe de page, qui s'adresse à son copain dans le groupe des résistants qui est un petit peu idéologue. Et elle dit « Tous ceux qui, comme toi, disent aussi facilement peuple, qui chargent ce mot d'espoir, d'idées, de cris et de sang, tous ceux qui, comme toi, disent peuple, en ne voyant pas des gens, des destinées singulières, des souffrances, mais une unique masse, un unique visage, un sujet de pensée, me font peur. » Et un peu plus loin, la mère d'un jeune qui a été exécuté par les islamistes dit « Tous ces gens forment une masse que l'on peut appeler peuple. » Et un peu plus loin, « Je n'ai plus confiance en un peuple qui a tué mon enfant. » Donc c'est en fait ce lien entre... Ma question elle est double. Il y a votre inspiration pour découvrir des mouvements collectifs, mais aussi le lien entre foule et peuple. La foule est-elle la concrétisation du peuple? Alors, je suis fasciné depuis très longtemps par les foules, par les mouvements de foule, par ce qui se passe dans une foule et par la place que l'individu tient dans une foule. C'est que je me suis vraiment toujours demandé, et c'est d'ailleurs, je pense, une question qui apparaît dans De purs hommes, c'est que quand je suis moi dans une foule, je me demande ce que je suis. Si je suis encore moi, ou si je suis la partie d'un tout, si je suis vraiment intégré au corps, à l'organisme de la foule. Je me demande si je suis encore un ou je suis un tout. Voilà, c'est vraiment des questions qui me traversent depuis très longtemps. Et étant donné que j'ai parfois été dans des foules où des sentiments très forts m'ont envahi et que je me suis mis à faire des choses qu'en temps normal je n'aurais jamais imaginé faire. Voilà, c'est comme ça que cette interrogation est née. Et du reste, comme je le disais en introduction, lorsque je réfléchis à une question, c'est souvent vers la littérature que je me tourne plus que vers les essais, parce que là on peut penser à des essais de psychologie de masse, etc. etc. Mais c'est plutôt vers la littérature que je me tourne. Et là, il y a une petite nouvelle d'Edgar Poe qui s'appelle L'homme des foules, qui est une nouvelle très belle, assez simple, où un homme suit un visage, voilà, un peu au hasard qu'il rencontre, et puis le suit toute la journée. Voilà, et amorce comme ça une réflexion sur la foule. Sur le rapport, la différence entre le peuple et la foule, ça je ne sais pas. C'est une question que je pose aussi.
je me demande si la foule et l'état non encore politisé ou non encore non organisé d'un peuple, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'un peuple qui se retrouve dans la rue est l'état évolué d'une simple foule qui serait un rassemblement? Est-ce qu'un peuple doit être lié par une vision politique pour ne plus être une simple foule? Voilà, ça sont des réflexions qui me traversent depuis très longtemps et qui font qu'à chaque fois que dans un roman j'ai à parler d'une scène un peu collective comme ça, voilà, il y a toujours peut-être une attention un peu plus forte à ces phénomènes-là. Oui, ça se sent. C'est pour Georges. Oui, nous avons parlé plutôt des personnages et du style, mais on va peut-être tourner un petit peu maintenant sur les thèmes qui traversent vos romans. Au lieu de parler des romans un par un, les décrire, nous avons dégagé quelques thèmes qui semblent traverser votre production. Un thème qui me semble personnellement occuper une place importante dans mon roman, c'est le thème de la mémoire. Tout d'abord, mémoire et résistance. C'est évident en Terre Sainte, résistance par la mémoire. Cette résistance est une constante, pas seulement dans Terre Sainte, face à l'invasion islamiste, mais aussi chez les immigrés, dans Silence du cœur, et encore chez le personnage du jeune professeur de lettres dans De Purs Hommes. Dans Terre Sainte, par exemple, Alioune se promène dans la ville et il dit, je vous cite, « Il y avait en effet quelque chose que la fraternité, les islamistes, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas et ne parviendrait jamais à tuer dans la ville, sa mémoire. » Et un peu plus loin, toute guerre était à ses yeux, aux yeux d'Alioune, guerre pour la mémoire, c'est-à-dire une guerre que l'on devait mener au nom de la survivance mémorielle. Ensuite, il y a mémoire des origines. Dans Silence du cœur, par exemple, l'interprète Jogoy ressent une grande émotion, un séisme meurtrier, vous dites, suite au bonjour du padre Boniano en langue sérère, qui lui ramène à l'univers mental de ses origines, je cite. Toutes les sérères avaient de nouveau, dit-il, coulé dans ses veines avec la vigueur douce du lait de sa mère. C'est joli ça. La mémoire des lieux, ensuite. L'espace du monde n'est pas une aide-mémoire pour les hommes. Il n'est pas qu'une surface qui reçoit la lumière terne et incertaine de nos souvenirs pour ensuite la réfléchir. Non, il est aussi une mémoire propre, autonome, la grande archive du temps, des choses, des hommes qui passent. Et puis finalement, la mémoire pour se retrouver. Dans De Purs Hommes, Ndéné s'approprie de la mémoire de la mère d'Amadou et son fils, l'homosexuel déterré. Et il va jusqu'à se recueillir régulièrement sur la tombe d'Amadou en se cherchant lui-même. Enfin, en conclusion, on tombe ici dans un vieux débat peut-être, la mémoire pour revenir au passé, aux temps heureux, ou pour trouver une nouvelle route, une nouvelle orientation. Et vos personnages semblent osciller entre ces deux options. Voilà. Oui, je pense qu'en effet, beaucoup de personnages dans ces trois romans sont tiraillés, parce que évidemment, ils savent que revenir dans le passé par la mémoire ne les sauvera pas nécessairement, parce que tout simplement, cela est passé, qu'ils ne revivront pas ce moment-là auquel ils ne pourront de toutes les manières pas revenir. Et en même temps,
ils sentent que c'est par le retour à ce passé-là, inlassable, qu'ils pourront peut-être recréer quelque chose, qu'ils pourront retrouver des forces. C'est en se référant peut-être à ce moment où ils étaient heureux qu'ils trouveront les ressources pour pouvoir lutter dans le présent. Disons que j'ai toujours il me semble que le passé a toujours quelque chose de très ambigu, véritablement. Parce que l'on y recourt, l'on y revient pour parfois chercher des raisons de résister, d'être heureux, des raisons de continuer, tout en sachant qu'évidemment, que ce passé-là est souvent lui-même une sorte de récréation. Et là, c'est-à-dire, en même temps que j'ai une sorte de confiance absolue dans la mémoire, j'ai aussi un doute radical envers la mémoire, envers l'élan qui nous porte vers le passé pour y trouver quelque chose. Parce qu'il y a toujours le sentiment, peut-être, chez moi, que lorsque l'on cherche à retourner vers le passé pour y trouver quelque chose, la recherche est déjà orientée et que nous ne voyons souvent dans le passé que ce que nous désirons y trouver, mais en même temps, pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est quelque chose dont j'ai conscience, mais pourquoi pas? Je crois vraiment que toute forme de recours à un passé est déjà biaisée, mais en même temps, nous n'avons peut-être que cela pour pouvoir continuer à lutter, à résister, à bâtir quelque chose, à ne pas oublier évidemment un certain nombre de choses. Je crois que, après cela dépend. Vous avez cité un certain nombre de mémoires sur lesquelles il y aurait peut-être à chaque fois un commentaire à faire, mais vraiment je m'en arrête là sur cette ambiguïté finalement de la mémoire qui est trouble, mais qui est peut-être par son trouble même ce qui permet d'épuiser des raisons de continuer à lutter et de ne pas toujours désespérer d'un présent écrasant. Oui, c'était le but de la question. Georges a évoqué, en parlant de la mémoire, le problème de la langue sérère, qui était donc qui coulait dans les maternelles. Pardon. Et je voudrais donc m'arrêter un petit moment sur ce problème de la langue. Dans le silence du cœur, à un moment, dans un chapitre, vous écrivez la langue Wolof. Et ce n'est pas votre langue maternelle. Je voudrais, quelque chose que je trouve très émouvant, lire la dédicace de Terre Sainte, qui est la suivante. Bon, il y a Malik, mon père, etc., mais la fin. Mais ce roman, je le dédie surtout à Marie-Madeleine Boyoy-Diouf, ma grand-mère, qui est partie peu de temps avant sa parution. Elle ne savait pas lire. J'aurais aimé le lui lire et traduire en sérère. Alors, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, c'est imaginable d'écrire en sérère? Alors oui, ça c'est une très grande question difficile, qui est un débat dans les littératures africaines en particulier. Mais je pense que c'est un débat qui traverse beaucoup de littératures qui ne sont pas écrites en français, mais dont les auteurs sont souvent en français. Est-ce que ce serait imaginable que j'écrive en français? Oui, en sérère, oui. Ce serait imaginable. Je pense même que cela finira par arriver, mais pas à n'importe quel prix. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas simplement écrire en sérère, qui est ma langue maternelle, ou en wolof, pour le seul plaisir de le faire. Il faudrait que cela ait du sens
que cela soit donc lu. Il se trouve malheureusement que si j'écris en Serer ou en Wolof, je ne serai pas énormément lu. Parce qu'au Sénégal, il y a très peu de personnes qui savent lire le Serer ou le Wolof. Les gens parlent ces langues, langues extrêmement orales, qui ont été codifiées. On peut écrire dans ces langues-là, mais disons qu'il y a une alphabétisation qui n'est pas acquise par tous, qui est vraiment acquise par une minorité. Et en général, pour pouvoir lire en Serer ou en Wolof, il faut pouvoir lire en français. C'est parce que ce sont les mêmes caractères, bien souvent. Ils partagent on a repris l'alphabet latin pour écrire, pour codifier ces langues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, paradoxalement, j'ai plus de chances d'être lu en français au Sénégal que d'être lu en Wolof ou en Serer. Ce qui pose un paradoxe très fort, véritablement. Pour un auteur qui ne peut pas écrire dans sa langue maternelle ou dans une des langues de son pays, simplement parce que les personnes de son peuple ne peuvent pas le lire. Mais il y a encore d'autres problèmes, notamment le fait que même en français, c'est une minorité qui lit. Parce que c'est une minorité qui a atteint un niveau suffisamment élevé pour pouvoir lire des romans en français avec une certaine construction, avec une certaine complexité, etc. Mais c'est quand même, le français reste quand même peut-être la langue dans laquelle on est plus lu. Ce qui me pose toujours des questions, j'y réfléchis énormément, et le compromis que j'ai trouvé, c'est que, étant donné que ces langues-là sont toujours des langues du Sénégal, donc le Serer et le Wolof, et puis toutes les autres, sont des langues parlées, majoritairement orales, il faudrait écrire des choses dont la destination ne serait pas l'écrit, mais plutôt le théâtre, par exemple. Le théâtre ou des poèmes qui seraient dits, ou des contes, en tout cas quelque chose qui n'obligerait pas nécessairement à passer par l'écrit et par le face-à-face avec une page. Donc, j'ai des projets comme ça, mais d'écriture en Serer, mais ce serait plutôt pour du théâtre en l'occurrence. Oui. Pardon, une petite improvisation. Je voulais informer le public que M. Sarr maintient un blog sur Internet que je vous recommande. Il est très intéressant. Et justement, dans ce blog, il a publié un post sur la langue Wolof et la richesse de cette langue, comparée avec le français, qui est très amusant en plus, parce que c'est un peu rigolo, parce qu'il utilise le mot fesse, justement, pour montrer les différentes manières de parler de la fesse en Wolof et en français. C'est très intéressant. Merci. Deux de vos romans commencent par des scènes violentes. On va passer à un thème un peu moins gai. D'abord, dans Terre Sainte, c'est l'exécution publique de deux jeunes de 20 ans pour coupables de s'être aimés hors mariage. Et dans De purs hommes, le narrateur voit une vidéo qui représente, on est en train de déterrer, une foule excitée déterre un cadavre au cimetière, le mort étant suspecté d'avoir été homosexuel durant sa vie, et donc indigne de reposer en cimetière musulman. Dans Le silence du cœur, la violence gronde tout au long du roman en même temps que l'Etna commence à gronder lui aussi, jusqu'à une éruption commune entre la violence des humains et l'Etna qui a une éruption. Il faut dire que les sujets que vous abordez sont ce qu'on appelle souvent des sujets sensibles, qui sont banalement générateurs de violence des propos et des pensées. Mais je veux cependant lire ce que dit votre narrateur, Déné. On l'oublie trop souvent, ou on ne veut pas s'en souvenir, nous sommes liés à la violence, liés par elle les uns aux autres, capables à chaque instant de la commettre, à chaque instant de la subir. Et c'est aussi par ce pacte avec la violence métaphysique que chacun porte en lui, par ce pacte autant que par tout autre, que nous sommes proches, que nous sommes semblables, que nous sommes des hommes.
Je crois à la fraternité par l'amour, je crois aussi à la fraternité par la violence. Quid de cette fraternité par la violence? Et puis, désolé, il y a beaucoup d'amour dans vos romans aussi, il ne faut pas croire, mais nous n'avons pas prévu de questions sur l'amour. Donc, si vous voulez aussi parler de la fraternité sur l'amour, par là. Très bien. Eh bien, je crois que, bon, d'une certaine manière, le fait que vous n'ayez pas prévu de questions Sur l'amour démontre très bien quand, finalement, cette question de la violence-là intéresse. Parce que je crois que chacun sent s'agiter parfois en lui un certain nombre de pulsions, des choses qui peuvent paraître violentes ou intolérables à ses propres yeux. Et c'est ce qui m'intéresse, parce que je me dis que c'est peut-être aussi des choses qui nous lient, ce sont des choses qui se rapprochent, enfin qui nous rapportent à notre commune humanité, et que notre humanité n'est pas toujours faite de belles choses, de beaux sentiments, et qu'il y a aussi des choses très obscures qui sont en nous et qui nous lient les uns les autres. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est cette part, ce que j'appelle la part d'ombre, ou la part maudite, ou la part sombre. C'est vraiment celle-là qui m'intéresse aussi, parce qu'il me semble que c'est peut-être même celle-là, sur cette part-là, qu'on ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'on peut feindre d'aimer quelqu'un, on peut feindre d'être sympathique, on peut feindre, etc. Mais lorsque l'on est violent ou en proie à quelque chose de très obscur, de difficile, d'extrêmement passionnel, sourd comme ça, c'est très compliqué de mentir sur ces choses-là. Et ces sentiments-là recèlent peut-être quelque chose de plus vrai en général. Ce que je dis là est horrible. Mais il me semble que parfois, voilà, dans ces moments-là, il y a quelque chose d'une autre vérité qui apparaît. Évidemment, ce n'est pas celle que l'on préfère, il reste que cela reste une part humaine qu'il faut pouvoir explorer, et je pense que le roman permet cette exploration-là. Du reste, je crois que en remontant très loin mythologiquement, je ne vais pas dire mythologiquement, allons très vite, dans la Bible, Caïn et Abel, c'est quand même une fraternité là par la violence, d'une certaine manière. En tout cas, une fraternité qui finit par se nouer dans la violence, qui a même peut-être commencé très vite dans la violence, et c'est peut-être quelque chose qui est resté. Sur les titres, sur les titres. On a d'autres. Non, juste vous poser une petite question sur les titres de vos ouvrages. C'est quand on entend Terre Sainte, on pense plutôt S-A-I-N que C-E-I-N. Quand on pense le silence du cœur, on pense plutôt à son cœur. Quand on voit de purs hommes, on aurait plutôt dit ça. Des hommes purs. Alors, j'étais surprise que vous fassiez comme ça des jeux de mots, un jeu sur la langue dans vos titres, alors que ce n'est pas ce qu'on retrouve dans vos romans. Voilà. Alors, pourquoi ? En réalité, je plaide coupable surtout pour Silence du cœur, parce que autant Terre Sainte, ça m'est venu assez naturellement. Ça s'est imposé et immédiatement, il m'a semblé que ça avait une réelle pertinence avec le sujet. Autant pour Silence du cœur, j'ai beaucoup cherché, hésité entre plusieurs titres, et j'ai choisi celui-là, au risque, et cela m'a été reproché évidemment, de paraître comme un titreur, c'est-à-dire quelqu'un qui met tout l'effort de son travail dans la recherche d'un titre. Quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas lu. Et bon, oui, pour Silence du cœur, j'aurais peut-être pu chercher autre chose.
Mais disons que pour moi, il faut vraiment que le titre, outre le moment du petit amusement, ou le moment où on est intrigué et dépassé, il faut qu'il puisse avoir une réelle résonance avec le texte. C'est polyphonique. Et bon, je pense qu'en tout cas pour les deux premiers, c'est très clair. Le titre s'explique. D'une certaine manière. Il n'est pas du tout déconnecté du reste. Et puis pour de purs hommes, oui, c'était surtout par ironie sur la pureté, sur la virilité aussi. C'était surtout pour ça. Mais je pense que il faudrait réfléchir à revenir à plus de sobriété. Juste, je pense, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure à propos des personnages. Il y a un personnage qui m'a beaucoup intriguée et qui lui aussi est complexe et amène des surprises, c'est le Jotalkat. C'est-à-dire dans l'islam, je ne connaissais pas cette tradition. Alors est-ce que c'est spécial au Sénégal? Pardon? Explique un petit peu. Ben justement, je voudrais qu'il explique. C'est un prêt de voix, mais... Ah oui, pardon. Alors, un Jotalkat au Sénégal, c'est quelqu'un qui transmet. C'est-à-dire que littéralement, c'est d'ailleurs ça. Jotali, le verbe Jotali, c'est transmettre. Donc Jotalikat, c'est le substantif qui vient là. C'est celui qui transmet. Et c'est celui qui, souvent, dans des réunions à caractère religieux, le plus souvent, dit à voix haute ce que le dignitaire religieux, l'imam, dit parfois à voix basse. Parfois, ça peut être pour différentes raisons. Parfois parce qu'il n'y a pas de micro, par exemple. Il y a une salle, il y a quelqu'un qui est à côté qui dit très fort ce que l'imam dit tout bas, parce que l'imam, voyez-vous, ne peut pas se mettre à crier comme ça. Et le Jotalikat est donc là et fait ce travail-là. Parfois, il y a un micro et quand même le Jotalikat transmet. Et ce sont des personnages qui m'ont toujours assez fasciné parce que ils ne disent jamais exactement ce que la personne dit. Ils se permettent parfois, d'interpréter, de rajouter des choses, d'embellir. Ce n'est jamais exactement le même discours, tout en restant, l'essence est quand même gardée, mais il y a quand même quelque chose autour qui est fait. Et ils m'ont toujours un peu amusé. Et en réalité, je n'en trouve pas ailleurs qu'au Sénégal. C'est vraiment très lié au Sénégal, je pense. Pourquoi? Je ne saurais pas vraiment le dire. Peut-être que c'est lié à une certaine déformation de tradition griotique qui fait que, le griot est lié à une famille. Quand il est lié à une famille royale, il dit souvent très fort ce que le roi lui-même parfois ne pense pas. Dans votre blog, justement, j'ai vu que ce sont des vraies publications, chacun des éléments de votre blog. C'est du travail, je suppose, pour vous aussi. Hein. Et vous parlez d'auteurs africains, beaucoup. Et justement, on est dans le cadre de Plume d'Afrique. Vous êtes un bon connaisseur de la littérature africaine. Donc, ce serait le moment, peut-être, de nous parler de votre regard sur cette littérature. Oui, ça. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Disons que c'est une littérature aujourd'hui, qui commence peut-être à intéresser un peu plus. Il reste quand même je pense qu'elle reste majoritairement méconnue en France, malgré quelques noms qu'on peut connaître quand on s'y intéresse un peu. Mais en général, je pense que la littérature africaine, on peut connaître quelques noms qui sont très célèbres, Mabankou aujourd'hui, Fatou Diom peut-être, Léonora Miano, Achille Mbembe, qui est un philosophe plutôt, etc. Mais la grande masse des auteurs africains, parce qu'ils sont très nombreux qui publient ici, ne sont pas extrêmement connus en fin de compte. Et on les découvre lors d'événements comme celui-ci, ou de festivals où ils sont invités, etc. etc. On va jeter un œil, ça intéresse ou ça n'intéresse pas, mais en tout cas on découvre qu'il y a tout un pan de la littérature, à l'intérieur de la littérature française, des auteurs africains qui publient.
Sinon, en général, on connaît les très grands anciens. Donc, Senghor, bon, ça parle, même si on ne l'a pas lu, ça parle. Ampateba, on peut dire, ça parle. Nkrumah, ça parle peut-être, etc. Mais cela ne parle pas toujours de façon évidente à un public français. Ce qui fait que les auteurs africains en France sont dans une situation ambiguë. C'est-à-dire qu'ils sont dans un pays qui, en général, n'est pas le leur, ou n'est pas leur pays d'origine. Ils publient là leurs romans en français et sont lus par une minorité, quand même, ou connus par une minorité. Et en même temps, dans leur propre pays, ils ne sont pas énormément lus. En tout cas, ceux qui sont ici. Parce que, pour tout un ensemble de raisons liées au prix des livres, liées à leur éloignement, liées aux préjugés qu'on peut avoir sur un Africain qui vit en France, qui aurait donc oublié son continent, etc. Tout un ensemble de raisons fait qu'ils ne sont pas énormément lus dans leur propre pays. En même temps, ils ne sont pas énormément lus ici non plus, mais ils ont quand même un petit public. Il y a un petit public de connaisseurs, voilà, qui achète les livres, les suit régulièrement, découvre, fait leur promotion, etc. Ils sont dans certains festivals, etc., etc. Et de plus en plus, bon, il y a des institutions qui commencent à prêter attention. Mais cela reste quand même malgré tout une littérature assez marginale. Et bon, enfin, je peux être très long sur cette question parce que j'y réfléchis très souvent, étant donné que c'est ma propre condition, je suis dans cette situation-là. Ça pose aussi beaucoup de questions sur ce qu'on écrit lorsqu'on est un auteur africain publié ici. Est-ce que... C'est-à-dire que... Je ne sais pas pour vous, je n'en sais rien, mais quand vous ouvrez un auteur africain, est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'on se dit, j'ai envie de lire africain? Est-ce que j'ai envie de trouver quelque chose de son pays, quelque chose de son continent? Et ça, quoi qu'il en soit, ça reste une attente. Je dis que l'auteur africain qui est ici se sent parfois obligé de devoir parler de son pays, à des moments où il n'a pas nécessairement envie de parler de ça, où il a envie de parler d'autre chose, de parler du monde, de parler de sa vie ici, etc., etc., et pas nécessairement un sujet qu'on étiqueterait africain, entre guillemets. Et ça, c'est une attente qui pèse, parce que l'auteur africain, en général, sait que s'il s'aventure hors de ce qu'on attend de lui, il y a le risque de n'être pas lu. Qu'on se dise, bon, j'attendais qu'il me parle de son pays, il me parle de sa vie à Paris. Bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend le risque de suivre ce qu'il y est vraiment en lui, au risque de ne pas être très lu? Ici, de toute façon, il ne l'est pas autant que ça, en général. Ou est-ce qu'il continue, par obligation ou par choix, ou vraiment entre les deux, à parler de ses origines, de son pays, etc. Ce qui fait que, voilà, c'est une situation très compliquée qui entraîne des débats, voilà, très vivants entre les auteurs africains. On en discute très très souvent, sur les questions de langue aussi, on l'a abordé tout à l'heure, on en discute très très souvent. Mais enfin, ce sont des littératures qui sont extrêmement dynamiques en ce moment. Pas simplement en français, mais les littératures d'Afrique anglophone sont extrêmement dynamiques, vivantes. Il y a des auteurs assez formidables. Dans la littérature francophone aussi, il y a des auteurs assez formidables qu'on peut découvrir. Mais bon, je pense que on commence en tout cas à s'y intéresser. Voilà. Et bon, je pense que les prochaines années verront les auteurs africains être peut-être un peu plus lus. Chaque année, il y a un auteur, deux auteurs qui, bon, à un moment, sont un tout petit peu connus. Cette année, par exemple, c'était David Diop, dont le livre a été beaucoup porté, plébiscité, même s'il n'a pas eu il a eu le concours des lycéens hier, voilà, ou avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà, donc voilà, il y a parfois des noms comme ça qui émergent, qui réussissent à sortir un peu
d'un relatif anonymat ou d'une relative confidentialité pour accéder à un grand public. Voilà, mais bon, c'est une situation qui est complexe, difficile, mais qui est aussi assez intéressante et qui fait que voilà, l'auteur est toujours obligé de réfléchir à ce qu'il est en train de faire et de ne pas simplement écrire comme ça, voilà, parce qu'il sait que derrière il y a tout un ensemble de problèmes qui l'entourent. Et dans vos influences, vous avez eu la gentillesse de parler de Balzac tout à l'heure, mais vous avez des admirations dans la littérature africaine. Alors oui, dans la littérature africaine, oui, j'ai des admirations. Je parlais tout à l'heure d'un écrivain togolais qui s'appelle Samy Diak, que j'aime beaucoup, voilà, qui a déjà une œuvre, qui publie depuis assez longtemps. Je pourrais aussi parler de Felwine Sarr, que j'aime beaucoup. Je pourrais parler de... En réalité, je les lis quasiment tous, et tous ont quelque chose qui me plaît. Là, je parle vraiment de ceux qui ont peut-être une forme d'influence même, voilà, dans ce que je fais. Kossi Efoui, nous avons reçu. Voilà, très très bien. C'est un auteur si on peut dire. qui est extrêmement intéressant. Excusez-moi de vous couper, mais Kossi Efoui était quelqu'un qui, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, ne revendiquait pas du tout le titre d'écrivain africain. Oui. Lui, c'est quelque chose qui le choquait. Lui, par exemple, et de ceux, il y en a quelques autres qui refusent vraiment ce qualificatif-là, voilà, parce qu'ils il trouve qu'il enferme et que ça donne, c'est déjà un biais de lecture. Exactement. Il est même allé jusqu'à prononcer une phrase qui a été, comme toutes les phrases polémiques, sortie de son contexte, mais qui a donné lieu à un débat intéressant. À un moment, il avait dit que la littérature africaine n'existe pas, et il y avait eu tout un débat, etc. Les gens s'étaient prononcés. Mais voilà, quelqu'un comme Kossi Efoui est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, dont la posture et le positionnement, la prise de position est intéressante. Léonore Amiano est un écrivain que j'aime beaucoup. Alain Lobankou est un écrivain que j'aime beaucoup. Non, il y en a un certain nombre comme ça qui ne sont pas toujours tous connus, qui ont quand même des œuvres très solides, très intéressantes. Parole à la au public. Peut-être. Si nous avons donné la parole au public, qui a lu ou pas lu les œuvres de M. Sarr, mais en tous les cas qui a écouté ce que nous en avons dit et ce qu'il en a dit lui-même, il y a sûrement des questions à poser. On peut la limite faire circuler le micro. Oui. Attends, oui, parce que... hop. Oui, il y a suffisamment de filles. C'est par rapport à un propos que vous avez tenu, par rapport à comment est reçue la littérature africaine là-bas. Et je voudrais savoir, parce que moi, j'ai pu constater, par les expériences qu'on a d'échanges avec les établissements scolaires, etc., je pense qu'il n'y a pas seulement un problème du rapport au prix du livre, etc., mais qu'il y a peut-être, ce serait votre avis là-dessus, justement, un regard de ceux qui sont là-bas par rapport à ceux qui vivent autrement maintenant ailleurs. Oui, c'est ce que j'ai dit. Eh bien, oui. Disons que... Merci. Oui, ça fait partie, je pense, des quelques raisons qui font qu'un écrivain qui vit ici n'est pas forcément lu dans son propre pays. C'est qu'il y a une sorte de coupure qui est ressentie par ceux qui sont là-bas, qui sont sur le continent, qui pensent qu'a priori cet écrivain-là n'a plus rien à dire qui les intéresserait ou qui les concernerait. Parce qu'on pense qu'il a une autre vie, ce qui est souvent le cas, mais qu'il a oublié son pays, ou que le regard qu'il a sur son pays ne peut plus être pertinent, ne peut plus être juste. Donc il y a au fond de cela quelque chose d'assez... qui peut ressembler parfois à un reproche. Et puis il y a aussi le fait que ça peut faire peur, tout simplement. Un auteur qui vit en France, dont on entend parler des livres dans quelques médias français,
ça peut faire peur. Ça peut faire peur. On peut dire, bon, ce qu'il écrit, bon, peut-être que ça ne m'apportera rien, ou je n'y comprendrai rien, ou c'est quelque chose qui serait trop éloigné de moi, trop difficile aussi. Il y a une sorte de coupure, et pourtant, la plupart des écrivains africains, en tout cas ceux que je connais, avec lesquels j'ai beaucoup discuté de ces questions-là, me disent souvent que ce qu'ils veulent, c'est être lus par leur peuple. Moi, personnellement, c'est ce que je veux. Je veux pouvoir être lu par tout le monde, mais je veux, peut-être même en premier, que les Sénégalais me lisent. Mais en même temps, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Est-ce qu'il faut être plus présent, aller plus sur le continent africain, aller au Sénégal par exemple? Je l'ai fait, j'ai fait des tournées, j'ai essayé de faire en sorte que ce qui fait que, bon, je ne suis pas absolument inconnu au Sénégal. Des Sénégalais, parfois très jeunes, peuvent avoir lu Terre Sainte surtout, parce que le premier, voilà, j'avais eu la chance en 2015 d'être invité par l'État du Sénégal, qui avait organisé une sorte de grande tournée dans beaucoup de lycées, etc. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Sauf qu'on ne peut pas toujours faire ça pour tous les livres qu'on fait en étant toujours soutenu par son gouvernement. Ça, c'est pas du tout possible. Mais je pense que vous avez raison de souligner qu'il y a parfois un sentiment de rupture, d'éloignement en tout cas. Parce qu'a priori, on pense que bon... Alors que un auteur, en général, d'où qu'il vienne, garde quand même où qu'il aille, garde quand même en tête son enfance. C'est souvent en général là où l'imaginaire de l'enfance, des origines, c'est souvent de cet imaginaire-là que sort après toute son œuvre. Et à chaque fois, il y aura quelque chose qui sera lié. Je suis retourné dans le village où sont nés mes parents, pour ce livre-ci en particulier, parce que bon, ça parle des migrants, etc. A priori, les jeunes de ce village-là, les personnes de ce village-là me disaient, bon, on ne sait pas trop pourquoi. Et pourtant, je parle ici d'une route dont vous avez parlé, qui est ce rite d'initiation que j'ai moi-même passé dans ce village, et qui garde une importance très forte dans ce village. J'en ai beaucoup parlé dans ce roman. Mais il faut simplement pouvoir faire l'effort de le lire, ne pas y entrer avec des préjugés ou des a priori, et essayer de chercher dans le roman ce qu'il y a de particulier, mais aussi d'universel. C'est-à-dire que c'est vraiment dans cette tension-là que personnellement j'essaie de me situer. Être enraciné quelque part, dans une culture, mais aussi être ouvert au monde, parce que je suis dans le monde. Voilà, Est-ce que votre troisième roman, qui se situe à Dakarmen, est plus lu que les autres, ou au contraire, est-ce qu'il a été rejeté parce que vous posez un problème qui a l'air d'être partout névralgique, à Dakar? D'accord. Je fais d'abord le Jotalikat parce qu'apparemment Oui, faites le Jotalikat. Donc madame là qui porte un très beau bijou disait, c'est comme ça que font les Jotalikat. Madame demandait si le troisième roman de Pur Homme, qui a pour sujet central donc la question de la condition des homosexuels au Sénégal, si ce livre était plus lu ou moins lu au Sénégal. Non. Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas vraiment. C'est très flou parce que le livre, par son sujet, effraie beaucoup de monde au Sénégal. C'est un sujet, oui, plus que sensible, encore très tabou au Sénégal. C'est un sujet qui est extrêmement polémique, qui peut valoir un certain nombre
retour, de traitement. La scène par laquelle pardon. La scène par laquelle vous ouvrez votre roman, elle est imaginaire ou elle serait possible? Ça irait jusqu'à cette violence-là de déterrer un cadavre? Alors, non, elle n'est pas imaginaire, elle ne serait pas possible, elle a déjà eu lieu. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, c'est une scène réelle qui s'est produite en 2008 dans une petite vidéo qui a, comme je le circulé dans les téléphones et que j'ai malheureusement vue, où ça correspondait à un moment où il y avait une crispation vraiment exacerbée sur cette question-là de l'homosexualité et qui a donné lieu parfois à des actes de violence. Et voilà, le summum vraiment de ce moment-là de crispation, c'était cette vidéo-là où une foule a déterré un homosexuel présumé. Et tout ça fait que le livre, il a fallu beaucoup de temps avant qu'il ne soit vendu à Dakar. Et encore, c'est quasiment sous le manteau, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les libraires de Dakar ont refusé de le commander par crainte de représailles. Ensuite, il a fallu négocier et au bout de 4, 5, 6 mois, 4 mois, il a commencé à être commercialisé dans une librairie à Dakar. Et évidemment, il n'a pas envie de traîner. Il est quelque part dans ce qu'on appelait jadis dans les bibliothèques l'enfer, c'est-à-dire où on reléguait les livres interdits, si vous voulez. Et il est lu. Je ne pense pas qu'il soit plus lu que les autres. Ça m'étonnerait. Je pense que il y a très peu de monde qui le lit. Et même ceux qui le lisent, en général, pour les autres livres en général, j'avais souvent des retours, des gens faisaient des retours publics, etc. Mais là, les quelques retours que j'ai sont toujours écrits en privé, comme si personne sur cette question-là ne voulait prendre le risque d'une parole, d'un avis public. Voilà. Après, pour autant, ce n'est pas pour jouer au héros que j'ai écrit ce livre. Ce n'est pas pour étaler un courage que je n'ai d'ailleurs pas. C'est simplement que c'est un livre qui est là depuis très longtemps. C'est une scène qui est là depuis très longtemps, cette scène-là d'exhumation, et qui me suit, oui, depuis 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, j'ai eu largement le temps d'y repenser. Et voilà, c'est vraiment une exigence artistique. C'est un problème qui existe encore Partout. Le rejet. À peine atténué, voilà, mais voilà, c'est un problème assez universel, oui. En fin de compte, toujours, et c'est précisément pour ça que c'est qu'il ne s'agit pas là de dire que le Sénégal est un pays homophobe. Non. C'est dire que dans tous les pays du monde, il y a encore des gens qui sont rejetés parfois. Puisque le discours qui est dans la bouche du père, les propos, on peut les entendre ici aussi. Oui. Moi, je pense que ce sont des propos qu'on peut entendre un peu partout, vraiment, lors des lois pour le mariage pour tous en 2014. Oui, les manifs, j'habitais encore à Paris et j'habitais pas très loin de la place d'Enfer Rochereau, d'où partaient les manifs en général. Donc, je descendais, je me baladais comme ça, etc. Et j'entendais parfois des propos, je lisais des pancartes. Et oui, non, ce n'était pas très différent parfois de propos que j'entends dans la bouche de certains de mes compatriotes. C'est tout aussi violent, etc. Et après, c'est toujours, on tente toujours de le justifier par
X raisons, la culture, la religion, etc., il reste que parfois on peut perdre de vue l'humanité élémentaire. Mais après, bon, comme romancier, je dis toujours, il y a toujours quelque chose de très horrible dans le fait de devoir écouter ça, de devoir prendre en compte ça, de devoir imaginer que même derrière ces personnes qui ont des discours qui peuvent nous paraître haineux, etc., il y a des gens, il y a des vies, il y a des personnes qui... Voilà. Tout ça fait que, bon, je prends en compte tout ça aussi. Je voulais... Non, il y a une autre question qu'on a laissée un peu de côté, c'est la fin de vos romans. Vous nous offrez des fins ouvertes, des fins que nous interprétons chacun à notre façon. Vous l'avez dit dans l'introduction, vous ne nous proposez pas de façon factice des solutions. Il n'y a pas de solution au problème que vous avez, mais vous avez eu l'art de terminer, même pas sur une interrogation, mais sur une ouverture. Oui. Oui, j'essaie en tout cas parce que dans mes romans, j'essaie, bon, c'est pas toujours le cas, mais j'essaie toujours de faire en sorte de ne jamais me substituer au lecteur. Je fais toujours en sorte qu'à la fin, ce soit lui qui décide d'une certaine manière de ce qu'il veut penser ou de la conclusion qu'il veut apporter. Et je pense que par rapport à tout ce que j'essaie de mettre en place dans un roman, la multiplication des personnages, des points de vue, des avis, des opinions contraires, etc., il ne peut pas y avoir de conclusion finale, définitive et absolue. Tout ce que je peux faire, c'est une fois tous les éléments d'une réflexion mis en place par des personnages, par des situations, des dialogues, etc., laisser une fin comme ça, qui peut être ouverte. Alors je sais que tous les lecteurs n'aiment pas ça. C'est que je pense qu'il y a des lecteurs qui veulent une conclusion, qui veulent savoir quelle est finalement la leçon à tirer, comment ça finit, quelle leçon tirer de tout cela. La morale de l'histoire. Voilà, la morale, etc., etc. Mais bon, après ça, c'est une question, oui, de tempérament. Allez. D'autres questions dans le public? Oui. J'ai une question sur Verlaine. Oui, une question d'information d'abord. La loi sénégalaise prévoit-elle l'interdiction de l'enseignement de Verlaine et en donne-t-elle une raison? On n'a pas encore dit. Si. Alors, non, sur Verlaine, ça c'est complètement inventé. Non, j'ai moi-même eu la chance de pouvoir étudier Verlaine, donc là c'était une exagération très romanesque de ma part. Cette histoire, en fait, je l'ai eue très étrangement, enfin étrangement non, parce que c'est un prof ici. En France, qui m'a rapporté ce cas de figure qu'il avait vécu dans sa classe. Il enseignait et puis certains de ses élèves lui ont dit mais non, parce que Verlaine, non, c'était un homosexuel, on ne veut pas étudier un auteur comme ça, etc. Mais où ça c'est un fait réel. Bon, évidemment, il a discuté avec les élèves et il a quand même fini par enseigner Verlaine. Mais il m'a dit qu'à un moment, il y avait eu une sorte de réticence des élèves à le suivre dans cet enseignement-là, à vouloir recevoir cet enseignement-là. Mais voilà, ce n'était pas au Sénégal. Au Sénégal, on continue encore à étudier Verlaine. Même si je ne suis pas certain qu'on sache vraiment. On peut prendre. Oui, je pense qu'on prend des choses. Voilà, on ne prend pas les poèmes les plus sulfureux, entre guillemets, de Verlaine. En France non plus. En France, En France non plus. En France non plus. C'est vrai. Voilà, mais c'est des.
Oui, ça reste encore. Hein. Il y a des écrivains plus sulfureux qu'on n'aborde pas dans les lycées. Ah oui, oui, bon, ça c'est certain. On considère que. Qu'on n'abordait pas en tous les cas. Bon, on considère, oui, oui. Il y a d'autres questions? D'autres questions? Pas de droit. Non. Une fois, deux Et fois. vous-même, monsieur, vous aviez peut-être des choses à nous dire que nous n'avons pas fait entrer dans nos questions ou que vous auriez aimé ajouter. Non, pas particulièrement. Même l'amour. Ah, l'amour. Attendez, j'ai quand même. si- Ah. Excusez-moi, parce que ça rentrait un peu dans une question que j'avais envie de vous poser. Parce que sur votre blog, que je vous conseille d'aller voir, vous parlez de 5 écoles pour un écrivain. 5 écoles. La première, la lecture de ses maîtres. La deuxième, la solitude. La troisième, l'amour. La quatrième, le monde de l'enfance, que vous avez évoqué il n'y a pas longtemps. Et des lieux pour se former des images. Vous pouvez commenter ça un peu ? Non, Oui, vous bon. n'en prendre qu'un sujet, l'amour. Oui, je m'amuse parfois à faire des choses tout à fait arbitraires, parce que bon, ça c'est moi qui voilà, Alors oui, je pense que quand on est un écrivain et qu'on veut devenir un écrivain, il y a un certain nombre d'étapes, de choses qu'il faut faire. Il faut, oui, ça c'est la base, les bases, c'est qu'il faut lire en effet les écrivains, ce qu'on considère comme les maîtres, pour deux raisons. C'est que, évidemment, ils nous apprennent un peu le métier, ils nous guident un peu dans le métier, et puis, chose très utile aussi, ils désespèrent d'écrire. C'est-à-dire que c'est toujours très bien de pouvoir, en lisant un écrivain, se dire, bon, j'y arriverai pas, je m'arrête, etc. Ça protège de la prétention, de l'arrogance, du sentiment que bon, ce qu'on a à faire est absolument original, alors que bon, on arrive en dernier après des milliers et des milliers de gens, etc., etc. Donc c'est très utile d'avoir comme ça deux grands écrivains qui vous remettent à votre place en une phrase. C'est la première école. La deuxième école, c'était, je ne sais plus. La solitude. La solitude, oui. Évidemment, il faut être tout seul, mais je rajoute dans le bloc que la solitude doit être créatrice, parce qu'on peut s'enfermer dans une chambre et être toujours un mauvais écrivain. C'est-à-dire qu'il faut que la solitude soit aussi créatrice, je pense. Donc voilà, il faut pouvoir être dans une solitude qui est aussi une solitude de travail, une solitude voilà, qui stimule, et pas une solitude stérile. La troisième raison, c'est le monde de l'enfance, je pense. Oui, parce que ça, bon, je pense que c'est vraiment c'est là que tout se passe d'une certaine manière. Et que tout est déjà, pas vécu, mais tout est prêt, déjà là. Et le fait de découvrir le monde, d'entrer dans le monde dans l'enfance, je pense qu'il est déjà un réservoir inépuisable. L'amour, pour d'évidentes raisons. Vous précisez histoire personnelle ou d'autres? Oui. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir puiser dans sa propre vie amoureuse ou dans les vies amoureuses qu'on regarde, qu'on connaît, d'autres personnes qui sont toujours très passionnantes. Je pense qu'il n'y a rien de peu de plaisir dépasse celui d'écouter l'autre nous parler de sa rupture, parce que non, je plaisante. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans le fait d'écouter une histoire amoureuse qui nous en apprend toujours énormément sur nous-mêmes et sur notre relation à l'amour ou à l'être aimé. Et puis, de toutes les manières, je crois que beaucoup d'écrivains rêvent d'écrire de grands romans d'amour. Ce qui est très difficile, écrire un beau roman d'amour sans sombrer dans une sorte de sentimentalisme un peu facile, tout en explorant la beauté et la complexité du sentiment amoureux. Je pense que beaucoup d'écrivains rêvent de le faire. En tout cas, personnellement, je rêve de le faire, d'écrire un grand et beau roman d'amour, mais je n'en ai pas encore les moyens.
Ensuite, je ne sais plus. C'était des lieux pour se former des images. Ah, C'est intéressant. pour se former des images, oui. Dans le blog, je dirais qu'il fallait aussi pouvoir avoir des endroits où l'on voit des écrivains. Voilà, c'est-à-dire se former des images d'écrivains, comme ça, voilà, aller à des rencontres, aller à des endroits où on peut retrouver des écrivains. C'est toujours intéressant de discuter avec eux ou de les voir, tout simplement. Même s'ils n'ont rien de très particulier en apparence, je crois qu'il y a toujours un moment lorsqu'on regarde ou écoute un écrivain où il dit quelque chose qui résonne très profondément en nous. Et je crois que c'est ce que tous les écrivains ont toujours fait à un moment. Bon, je prends toujours l'exemple de Garcia Marquez, qui est un immense écrivain, qui, à son arrivée à Paris, avec d'autres amis qui écrivaient, ils se cotisaient pour pouvoir rentrer dans un café qui était extrêmement chic. Ils entraient à 4 ou 5, ils achetaient 2 cafés, ils s'asseyaient, qu'ils partageaient. Tout cela parce que Julio Cortázar était là. Et qu'il fallait voir Julio Cortázar. Voilà, qui était dans des cafés, qui était diplomate, etc., grand écrivain. Et il fallait pouvoir être avec lui pour l'observer simplement, pas pour lui parler, pas pour lui adresser la parole. Vous imaginez, Julio Cortázar, qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais juste pour être, le voir. Voilà, qu'il soit dans notre champ de vision. Et c'est extrêmement intéressant, c'est même essentiel, je pense, lorsqu'on lorsqu'on est un jeune écrivain et qu'on cherche à écrire sa première œuvre. Je pense que ça peut avoir du sens. Et puis je finissais en me disant qu'il y avait une 6e école qui était la vie. Mais celle-là, on ne sait pas grand-chose. Est-ce qu'on pourrait savoir, c'est complètement bateau ce que je vais vous demander, quelles sont les thématiques qui vous courent dans la tête pour qu'on voit un 4e livre? Le roman d'amour. Pas tout de suite, c'est peut-être un peu. S'il a fallu 8 ans pour ça. Disons que j'ai publié très vite, en un temps très court, 3 romans successivement. Donc j'ai pris la décision de prendre quelques années. Donc pour l'heure, c'est vraiment à l'état d'embryon c'est que ça, je ne suis même pas sûr que ce sera ça, donc je ne peux même pas en parler parce que c'est même pas certain que ce sera ça en fin de compte. Mais ce sera un roman, je pense, si c'est vraiment le projet que j'ai en ce moment qui se concrétise. Il y a de fortes chances que ce soit un roman sur un écrivain disparu. Voilà. Et là, vous disparaissez. Voilà, ce serait ça. Bon, eh bien, à ce moment-là, on va applaudir. Toute dernière question. Voulez-vous voir un coup? Vous pouvez bien sûr aussi acheter les livres de Mohamed Bouchard et les faire dédicacer. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention, vos questions et merci surtout à vous quatre pour la discussion. Voilà. Pour la discussion qui vous a pas dit. C'était très agréable. Merci bien. Merci à vous.